Écoutez, bonjour à tous et bienvenue sur la cinquième conférence du Salon du Livre de Libraire, l'association de l'EM Lyon Business School, donc dans le salon Les Plumes du Lion, qui est un salon qui vise à promouvoir les plumes lyonnaises et les maisons d'édition lyonnaises. Et je suis en compagnie de Victor Fleury, auteur chez Brajlon, de notamment L'Empire électrique, donc une uchronie napoléonienne, il vous en parlera peut-être un peu plus tard, et de notamment La Croisade éternelle de la fantaisie mésopotamienne. Et il est là aujourd'hui pour nous parler du manichéisme en fantasy. Et je tiens à préciser que la fin de la conférence sera orientée sur vos questions, notamment les romans un peu contemporains, tout ce qu'aura pu dire Victor tout au long de la conférence. Sachez qu'on a un petit temps d'écart entre ce que nous on reçoit et vos questions, donc ne vous inquiétez pas, on va faire un listing des questions. Et puis Victor, ça fera un plaisir d'y répondre à la fin de la conférence. Victor, je te laisse le micro. Merci. Alors, avant toute chose, je voulais préciser que je ne suis pas un spécialiste, donc je suis un lecteur avant d'être un auteur. Donc, ce que je vais raconter n'engage que moi et je ne prétends pas du tout pour détenir une vérité particulière. C'est simplement pour partager mon point de vue sur le bien et le mal en fantasy, le manichéisme en fantasy. Et puis, je serais ravi d'avoir des avis contradictoires. Il n'y a aucun souci, surtout quand on aborde des monuments de la fantasy. D'ailleurs, à ce propos, je vais rester cantonné à mon sujet, je vais rester en fantasy, parce que bien sûr, on pourrait aborder la science-fiction, le fantastique ou d'autres genres qui sont apparentés à la fantasy, mais on n'en aurait pas fini. Donc voilà, on ne va pas parler de Star Wars, on ne va pas parler de plein de sagas qui peut-être nous tiennent à cœur, mais bien qu'on laissera de côté pour l'instant. On va s'en tenir vraiment à la fantasy selon la définition classique du terme. Alors, cette fantasy, on va essayer de la décortiquer dans l'ordre. On va commencer par une première partie avec des ouvrages de fantasy, disons, classiques, que tout le monde connaît, qui sont des références. Et ces ouvrages de fantasy classiques, on va se demander si elles racontent de façon si évidente que ça une lutte entre le bien et le mal, si elles sont réellement porteuses d'un message manichéen facile et simpliste, ou d'ailleurs d'un message manichéen tout court, hein, même complexe. Est-ce que c'est ça vraiment la fantaisie à l'origine? Ensuite, dans une deuxième partie, on verra tout un pan de la fantaisie qui s'est évertué à se placer du côté des méchants, un peu d'ailleurs en contre-pied de cette première fantaisie qui est réputée comme étant beaucoup plus manichéenne. Cette fantaisie des méchants, hein, je mets le méchant entre guillemets, c'est une fantaisie qui devient, disons, qui veut renverser le miroir, passer de l'autre côté du miroir et adopter le point de vue de gens qui sont peu recommandables et qui seraient a priori des méchants. Hein. Ensuite, dans une troisième partie, on va donner quelques exemples en montrant que la fantaisie aujourd'hui, elle a complètement dépassé cette question du manichéisme, que la fantaisie, en tout cas, voilà, la fantaisie la plus lue, elle se pose des questions très intéressantes et intelligentes sur le bien et le mal, jusqu'à questionner l'existence même du bien et du mal. Et puis dans une quatrième partie, je parlerai de ma propre façon d'écrire, et notamment de mon questionnement vis-à-vis du bien et du mal quand je mets en scène des personnages ou des histoires. Comment je veux traduire leurs sentiments, leur positionnement et leur positionnement vis-à-vis aussi de valeurs, le bien et le mal, mais le bien et le mal pour ces personnages. C'est-à-dire que le bien et le mal, les personnages, naturellement, comme tout être humain, comme nous, vont se questionner sur ces questions cruciales et vont avoir leur propre vision du bien et du mal. Alors, ne pas être manichéen, ça ne veut pas forcément dire que le bien et le mal se valent ou qu'il n'y a pas, que le bien ou le mal n'existe pas, mais c'est peut-être reconnaître que le bien et le mal sont issus d'une vision subjective et qu'en fonction des points de vue, on peut défendre plusieurs visions de ce qu'est le bien. J'y reviendrai au cours de mon exposé. Alors, dans un premier temps, je vais beaucoup parler, et puis à un moment donné, je vais dire aux charmants jeunes gens qui m'ont permis de vous parler que j'en ai marre de parler et que du coup, en fait, je continuerai à parler, mais vous pourrez intervenir, et je pense que ce sera très bien comme ça. Alors, on va commencer tout de suite avec la première partie, la fantaisie classique. Raconte-t-elle de façon si évidente la lutte entre le bien et le mal? On va commencer avec l'ouvrage de fantasy le plus lu,
au moins le plus connu et le plus commenté, Le Seigneur des Anneaux. Alors, je ne vais pas, bien sûr, réinventer la poudre, mais on va regarder, cette œuvre en face et se demander s'il y a manichéisme ou non. Alors, dans un premier temps, il paraît évident que, attention, je mets évident entre guillemets, que Le Seigneur des Anneaux est effectivement une œuvre manichéenne. Pourquoi? On a, alors pour prendre juste Le Seigneur des Anneaux en lui-même, hein, d'ailleurs voilà une superbe édition qui doit dater des années. Je n'ai pas regardé la date. Tenez. Une collector quoi maintenant. Oh, je ne sais pas si c'est collector à mon avis. Dans n'importe quel bouquiniste, vous pouvez les trouver. Voilà. Années 70, début, donc édition des années 70, c'est d'ailleurs l'édition dans laquelle j'ai lu Le Seigneur des Anneaux, sachant que le livre voilà, date des années 60. Hein. Dans Le Seigneur des Anneaux, à première vue, on est dans un ouvrage, dans un monde complètement manichéen, puisqu'on a Sauron, le seigneur des ténèbres, entouré de ces séides tous plus mauvais et corrompus les uns que les autres. On pense bien sûr aux orques, hein, qui sont des créatures chez lesquelles il n'y a rien à sauver. D'ailleurs, le film bien connu de Jackson, merci, voilà, est fidèle en cela à l'ouvrage. Hein. Les orques sont des créatures puantes, violentes, malodorantes, qui servent un maître presque il est par nature leur maître, parce que comme le maître, alors Saruman ou Sauron, est guidé par le mal, alors ils le suivent parce qu'ils sont eux-mêmes voués au mal. Donc on ne fait pas pire, hein, comme essentialisme du mal. Hein. L'orque est par essence, depuis sa naissance d'ailleurs, il naît. On va voir justement comment naît l'orque, mais si on ne va pas chercher justement la naissance de l'orque, on peut se dire que depuis leur naissance, l'orque et les orques sont voués à servir le mal. Et puis après, si on creuse un peu, si on part notamment du Seigneur des Anneaux et qu'on va voir d'autres ouvrages, notamment le Silmarillion, alors là c'est un autre livre, c'est La formation de la Terre du Milieu, qui rassemble un certain Silmarillion, parce que le Silmarillion, il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs éditions, et il y a eu certaines adaptations faites par Christopher Tolkien, qui est l'un des fils de Tolkien, qui a proposé, disons, plusieurs versions, ou en tout cas qui a fait savoir qu'il y avait plusieurs versions, puisque Tolkien il est mort avant de vraiment avoir parachevé son œuvre. Et puis aussi dans Bilbo le Hobbit, qui, de façon surprenante, alors que c'est alors justement, peut-être parce que c'est un conte pour enfants, est beaucoup moins manichéen que Le Seigneur des Anneaux. Alors je vais étayer mes propos, parce que là, pour l'instant, je déclare sans apporter de preuves, mais on va remonter à la création du monde du Seigneur des Anneaux, hein, de la Terre du Milieu. En fait, la notion de corruption, elle est omniprésente chez Tolkien. C'est-à-dire que l'être, quel qu'il soit, quand il naît, pour Tolkien, il est ni bon ni mauvais. Alors, en cela, Tolkien, il est complètement sartrien. C'est-à-dire qu'on est dans un existentialisme. Le personnage, il va devenir mauvais parce qu'il a fait le choix, il fait des choix, et il fait les mauvais choix ou les bons choix qui vont le porter vers la lumière ou l'obscurité. Le premier d'entre eux, c'est Morgoth. Alors, qui c'est Morgoth? Alors, dans la mythologie tolkienienne, on a un être tout-puissant, Ilúvatar ou Ilúvatar, qui crée le monde. Hein, et il a autour de lui plusieurs esprits, des divinités, qu'on appelle, alors ce sont les Ainur. Il y a des grandes divinités qui sont les Valar, ce sont des divinités très puissantes, et puis des petites divinités, les Maiar, qui sont des petits esprits un peu moins importants. Je vois ça un peu comme des grosses lumières, des petites lumières, et tout ça, ça danse, ça grouille un peu, c'est chouette, hein, très bien. Et alors, Ilúvatar va créer la Terre du Milieu. Alors, Tolkien a imaginé une façon un peu originale de faire d'organiser cette création. Ilúvatar, en fait, va faire de la musique, de la grande musique. Il se met à faire de la musique. Et puis, tous les Valar et les Maiar participent à cette musique. Ils ont chacun leur partition, ils chantent, ou alors ils produisent des sons, et ce son va se cristalliser, devenir matière, et va créer le monde. Et alors l'un des Valar, c'est-à-dire l'un des dieux qui est auprès du Créateur, qui s'appelle Morgoth, eh bien, comme il est indépendant, hein, comme les créatures d'Ilúvatar peuvent faire leur choix, ce Morgoth, eh bien, il peut choisir de faire le bien ou le mal. Et là, eh bien, c'est l'occasion, hein, il va commencer
à prendre son indépendance et à montrer qu'il est un peu méchant, hein, puisque pendant que Ilúvatar fait sa grande musique pour créer le monde, eh bien Morgoth, il fait n'importe quoi. Il ne suit pas la partition. Il va justement créer des sons discordants pour essayer de briser cette belle musique. Et donc, dès l'origine du monde, hein, on a une créature qui, par pure méchanceté apparemment, tente de défaire le monde, ou du moins de le corrompre, de le distordre. Sauf que, pas de chance pour Morgoth, en fait, les sons que produit Morgoth, qui sont des sons de mauvais sons, hein, des sons discordants, en fait, ils ne font que rendre la musique d'Ilúvatar encore plus belle. Parce que vous savez bien que une musique, quand elle a des défauts, elle est encore plus belle. La perfection, en fait, n'est pas beauté. Alors, dans l'Antiquité, oui, mais dans notre culture, nous, on s'est approprié cette idée, hein, que la perfection n'est pas beauté, et que pour avoir beauté, eh bien, il faut cette petite étincelle, parfois, eh bien, d'imperfection, de malice, de singularité qui va faire la beauté. Et justement, le monde de Tolkien prend vie grâce à la musique d'Ilúvatar, mais tout ce qui est neige, désert, pics rocheux, tout ce qui serait a priori nocif à la vie et au monde, eh bien quand ces choses sont cristallisées, en fait, ça ne fait que rajouter à la beauté du monde. Les montagnes, couvertes de cette neige mortelle, elles ne sont qu'encore plus belles en réalité. Donc Morgoth, le méchant qui a essayé de rendre le monde plus laid, n'a réussi qu'à l'embellir. Donc là, on voit qu'on n'est pas tout à fait dans un manichéisme primaire, puisqu'en fait, la beauté du monde a besoin de cette pulsion de destruction, de cette pulsion de singularité qui est à côté de la création du monde. Alors, on va continuer sur cette idée de corruption, puisqu'en réalité, hein, tous les êtres dans le Seigneur des Anneaux, tous les êtres mauvais, sont mauvais parce qu'ils ont été corrompus par certaines choses. Par exemple, Sauron, hein, ce n'est qu'un serviteur secondaire, c'est un grouillot au départ, Sauron. Hein. C'est un maillard, c'est-à-dire c'est un serviteur de Morgoth, et quand son maître est finalement vaincu dans des événements qui sont relatés, notamment dans le livre des Contes perdus, à moins que ce soit le livre des Contes inachevés, enfin bref, à l'origine du monde, Morgoth, au bout d'un moment, est vaincu parce que c'est un empêcheur de tourner en rond, il est très méchant, etc. Hop. Et Sauron prend sa place, disons, veut ramener son maître. Hein. Il a d'ailleurs été corrompu par ce maître, et il n'est pas méchant par nature. Lui-même était un maillard, un esprit qui était une des créations d'Ilúvatar. Alors, de façon encore plus visible, hein, les Nazgûl sont, que tout le monde connaît, hein, les Nazgûl, ce sont ces créatures encapuchonnées de noir, des âmes perdues qui sont au service de Sauron, ses meilleurs combattants, des spectres attirés par le pouvoir de l'anneau. Alors ces hommes, eh bien, ces créatures sont des hommes à l'origine, hein, des rois, des hauts seigneurs qui ont été corrompus par le port d'un anneau de pouvoir offert par Sauron. Et donc là, on voit bien que le mal représenté par Tolkien, ce n'est pas un mal des origines, hein, ces hommes ne sont pas nés mauvais, mais ils ont accepté d'être corrompus pour le pouvoir. Hein. Sauron leur a offert des anneaux de pouvoir et ils ont été corrompus par ce pouvoir. Là, on est face à une métaphore transparente de l'adage qui dit que le pouvoir corrompt. Et souvent, en fait, ça va être le cas chez Tolkien. Hein. Le pouvoir corrompt presque toujours, et un pouvoir absolu corrompt absolument. On a l'exemple de ces Nazgûl, mais on pourrait prendre un autre exemple qui est également une métaphore transparente, celui des Palantirs. Les Palantirs, vous savez, ce sont ces boules dans lesquelles à travers lesquelles on peut communiquer avec d'autres Palantirs, ou du moins projeter l'image lointaine de certaines parties du monde. Donc, dans les films, notamment, on voit beaucoup Saruman, hein, le grand magicien blanc qui regarde dans sa boule pour voir des événements lointains se dérouler. Ces Palantirs, c'est le pouvoir, hein, le pouvoir de communiquer à distance, de voir à distance, d'être présent dans des endroits où on n'est pas. Et j'ai trouvé intéressant de le comparer à quelque chose de très actuel, puisque le Palantir, c'est finalement espionner le monde. D'accord ? Est-ce que finalement, les Palantirs n'existeraient pas dans le monde réel, hein ? Alors, et on peut appliquer cette pensée de Tolkien à des scandales comme celui qu'a soulevé le lanceur d'alerte Edward Snowden, dont je vous conseille la lecture du livre d'ailleurs, qui est très intéressante. C'est pas forcément parce que, bien sûr, Snowden est un personnage comme un autre qui sans doute qui a ses qualités et ses défauts, mais sa vision du monde, du moins, permet de questionner notre propre vision du monde.
et de nous interroger sur les Palantirs, voilà, sur cet instrument de pouvoir entre les mains de certaines personnes qui les rendent donc mauvais, puisqu'a priori, les Palantirs en eux-mêmes sont des moyens de communication et de voir le monde à l'extérieur. Donc, ce ne sont que des outils, mais comme Internet, comme les nouvelles technologies, ce sont des outils qui peuvent mener celui qui l'utilise à la perversion de l'esprit. Comme Saruman qui veut prendre le Palantir et s'en servir au départ pour sa propre mission, à savoir que Saruman, en fait, comme Gandalf, sont des maillards qui ont été donc des petites divinités qui ont été envoyées dans la Terre du Milieu justement pour contrecarrer les visées de Sauron et de ses partisans. Et bien de la même façon que Saruman veut utiliser ses Palantirs pour plus ou moins espionner le camp de Sauron, et puis petit à petit justement ce pouvoir de pouvoir espionner les autres et de communiquer avec Sauron finit par l'atteindre, et finalement il travaille pour son propre pouvoir à lui. Et donc dans notre monde de la même façon, quand Edward Snowden dit que la CIA ou la NSA ont utilisé des technologies pour espionner tous les habitants de la planète, puisque c'est ce point-là qu'il a soulevé. Hein. Il a expliqué qu'il y avait un programme qui permettait à la NSA et à la CIA d'espionner les conversations téléphoniques, les textos, les mails de toute personne à travers la planète, ce qui en soi voilà, n'est qu'un outil, mais s'il est utilisé contre des personnes qui n'ont rien à se reprocher et qui sont exemples de tout reproche, ça devient un crime. Et c'est ce qu'il explique d'ailleurs, puisqu'il explique que quand il est analyste à la CIA, il voit ses collègues espionner les textos de leurs petites copines. Il trouve que c'est pas normal, et qu'en fait, avec un grand pouvoir, on dérape très rapidement, on tombe dans le côté obscur. Donc là, on rejoint totalement Tolkien. Je fais un dernier parallèle avec, par exemple, dans The Dark Knight, le film bien connu de Nolan. On a de la même façon le Chevalier Noir qui va utiliser une technologie qui ressemble en fait beaucoup à notre technologie à nous, mais donc à l'époque du film, c'était encore un peu de la science-fiction. Il transforme les téléphones portables de toute la ville en sonar pour repérer le Joker à travers la ville. En fait, grâce à ces téléphones portables disséminés, les téléphones portables des personnes disséminées à travers toute la ville, il peut repérer le Joker à son rire. Hein. Et donc Lucius Fox, qui est un autre personnage qui est un ami qui est son chef, le dirigeant de son entreprise, qui est joué par Morgan Freeman, lui dit que ce trop grand pouvoir ne peut être utilisé pour le bien, puisque immanquablement, ce serait une technologie qui amènerait son utilisateur à abuser de son pouvoir et donc à piétiner les libertés et les droits des autres. Et donc, à l'image de Lucius Fox, Morgan Freeman, on pourrait dire la même chose des Palantirs. Voilà. Comme vous pouvez le constater, hein, je m'autorise des digressions scandaleuses, donc vous vous plaindrez tout à l'heure quand vous aurez le droit à la parole. Ensuite, on va continuer avec l'anneau ultime. L'anneau ultime, justement, c'est l'ultime pouvoir, donc celui qui corrompt absolument. Bon, alors, c'est très bien, mais en fait, on est toujours quand même dans un schéma manichéen. Parce que même si effectivement Tolkien laisse ses personnages choisir d'aller vers le bien ou vers le mal, on constate que les deux chemins sont assez clairement pavés. Hein. Le personnage, il est naturellement enclin au bien s'il fait les bonnes choses, ou au mal s'il choisit égoïstement de poursuivre son propre pouvoir. D'accord ? Et c'est vrai qu'on n'a pas souvent ce chemin médian où le bien et le mal ne sont pas clairs chez Tolkien. Disons que Tolkien, c'est un peu pareil, je vais peut-être m'attirer les foudres de certains, mais c'est un peu le gentil papa qui nous explique quel est le chemin à suivre. D'accord ? Alors certes, les personnages, soit ils font le bon choix, soit ils font le mauvais choix, mais l'entre-deux est difficile. Alors bien sûr, il y a deux personnages chez Tolkien qui quand même remettent un peu en cause cette dichotomie du bien et du mal. Je pense bien sûr d'abord à Boromir. Hein, Boromir, c'est le personnage... voilà, on l'a tous détesté quand on avait... Alors moi, j'avais je sais pas, 12 ans, quand il est sorti, le film. On l'a tous détesté au départ en disant « Mais qu'est-ce qu'il veut à Aragorn ? Il est tellement méchant. » On voit qu'il travaille pour son propre pouvoir. Et puis finalement, il se sacrifie héroïquement pour justement sauver la mise d'Aragorn et permettre à Aragorn et aux gentils hobbits de fuir les horribles Uruk-hai de Saruman. Quand on y réfléchit bien, Boromir, son attitude est, en tant qu'adulte, hein, après on revient, on se disait, quand j'avais 12 ans, j'étais influencé par la musique sinistre qui se mettait en route à chaque fois que je voyais Boromir, et alors qu'en fait, son point de vue est tout à fait compréhensible. Quand on y pense, Boromir, c'est le fils du surintendant Denethor. Hein. Denethor, c'est
c'est donc celui qui gouverne le Gondor au début du Seigneur des Anneaux, il n'est que surintendant. Parce qu'à un moment donné dans l'histoire de Tolkien, du monde de Tolkien, le royaume du Gondor perd ses rois, notamment parce que les rois font n'importe quoi. On a Isildur, qui est bien connu des amateurs de Tolkien, parce que c'est l'ancêtre d'Aragorn qui a affronté les hordes du mal et qui a coupé qui s'est emparé de l'anneau, qui a arraché l'anneau à Sauron, et qui a vaincu Sauron. Donc. Sauf que Isildur s'est fait corrompre, toujours ce schéma du pouvoir ultime qui corrompt absolument. Et ensuite, des surintendants ont pris la charge du royaume, parce que les rois, ils n'étaient plus là pour faire le job, quoi. Donc les descendants des surintendants ont continué à faire le job jusqu'à Denethor, qui est visiblement fou, certes, dans le Seigneur des Anneaux, on ne pourra pas enlever ça. Sauf que Boromir, oui, il voit son père fou qui gouverne mal, mais Boromir, c'est un personnage qui ne veut pas plonger son royaume dans le chaos. Lui, son but, c'est de défendre le Gondor contre les invasions des orques. Il se demande réellement quel serait le mieux pour son royaume dans le futur. Et on peut se poser légitimement la question, est-ce que le mieux pour le royaume du Gondor, c'est qu'un vagabond qui a été élevé chez les elfes et qui, a priori, est assez peu familier des réalités quotidiennes du Gondor, débarque en disant que son arrière-arrière-grand-père était assis sur le trône du Gondor et se met à gouverner. Alors, si on était dans un réalisme politique chez Tolkien, Aragorn, il n'a aucune légitimité à s'asseoir sur le trône du Gondor. Sauf que, bien sûr, chez Tolkien, on a une destinée manifeste. Aragorn, il est destiné à monter sur le trône du Gondor parce qu'il est bon, parce qu'il fait les bons choix, parce qu'il a toutes les qualités du preux chevalier des légendes. Mais voilà, si on voit le monde à travers le prisme, si Tolkien avait pu nous faire voir le monde à travers le prisme de Boromir, eh bien, on se serait dit que Boromir n'avait pas tort en réalité et qu'il valait peut-être mieux que lui, qui connaît et a combattu pour le Gondor, eh bien, gouverne. D'ailleurs, c'est ce que veut Boromir, et il veut s'emparer de l'anneau ultime, non pas pour lui-même, mais pour avoir la puissance de défier les hordes du mal. Et si Tolkien avait pu creuser cette question et se dire oui, Boromir peut prendre l'anneau et défendre le Gondor contre les hordes du mal, est-ce que ce ne serait pas le bon choix ? Si finalement Aragorn, après avoir pris le pouvoir, s'était révélé être quelqu'un d'incapable ou de tout simplement peu efficace, mais voilà, Tolkien n'envisage pas cette possibilité. De la même façon, Thorin, fils de Tror, roi sous la montagne, est un autre personnage ambigu. De la même façon, c'est quelqu'un qui va glisser de temps en temps vers le côté obscur, notamment parce qu'il est avide, avide d'or, avide de richesse. C'est dans Bilbo le Hobbit, on a une compagnie de nains qui se dirige vers un endroit où un dragon, Smaug, garde un immense trésor, le trésor d'un royaume nain jadis florissant qui a été détruit par ce même dragon. Et c'est vrai que durant le chemin, Thorin va tout faire pour écarter les autres de ce trésor qui est le sien, qui est celui de son peuple. Donc il va se fâcher contre les elfes, notamment en refusant d'avouer au roi des elfes le but de son voyage. Il va se fâcher contre les hommes du lac, qui habitent non loin, en leur refusant le partage du trésor, alors que lui-même les a mis en danger en réveillant Smaug. Et donc du coup, Gandalf et Bilbo sont en désaccord avec ce personnage parce qu'il paraît égoïste, cupide. Mais pareil, quand on regarde les choses en face, Thorin, c'est quelqu'un c'est un exilé, c'est quelqu'un qui a été chassé de chez lui et qui a été traité comme un vagabond, tant par les autres nains que par d'autres peuples. Donc il a des raisons en fait de se méfier des autres. Et dans un monde qui serait véritablement non manichéen, on comprendrait que Thorin, alors on comprend bien sûr, mais le narrateur n'est pas de son côté. Le narrateur, à travers les yeux de Bilbo et le discours de Gandalf, il condamne les errements de Thorin. Alors que Thorin, on pourrait très bien se dire qu'il a toutes les raisons effectivement de ne pas faire confiance aux elfes et aux hommes du lac. Et que ces fausses alliances qui ont manqué à son peuple par le passé pourraient à nouveau le conduire à faire des erreurs et à ne pas pouvoir restaurer son ancien royaume pour son peuple à lui. Donc, les mauvais sentiments, parfois, sont à l'origine des bonnes décisions. Et si Thorin, effectivement, faisait les bonnes décisions,
pour l'avenir de son peuple. Alors bien sûr, Tolkien, comme il n'est pas d'accord avec ce discours, fait en sorte que les mauvaises actions de Thorin aboutissent à des désastres. D'accord ? Sauf que en tant que lecteur, à chaque fois que Thorin fait... voilà, j'étais adolescent, hein, à chaque fois que Thorin faisait des trucs qui n'étaient pas très réglementaires, hein, et ben je me disais qu'au fond, il avait bien raison. Sauf que bien sûr, Papa Tolkien me disait non, 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 Victor Fleury, hein, c'est pas bien de faire ça. Hein. Faut faire confiance aux elfes et puis aux hommes du lac, et puis on va tous se prendre la main et danser autour du lac. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça dans la vraie vie, hein, Tolkien. Bon, alors voilà, je sens que je vais avoir beaucoup de réponses sur Tolkien, mais on va peut-être passer à autre chose. Et on va passer à Conan le Barbare. Alors Conan le Barbare, pourquoi ? Parce que c'est aussi considéré comme un grand classique de la littérature de fantasy. Et je vais commencer cette partie sur Conan le Barbare en faisant un sacrilège, c'est-à-dire en parlant du film Conan le Barbare. Alors pourquoi ? Je vais vous expliquer après, je présente juste rapidement ce film. C'est que tout le monde connaît, je pense. Alors si vous ne l'avez pas vu, je crois qu'il faut absolument le voir, parce que c'est en partie un nanar, mais pas complètement. D'accord ? Je vais expliquer aussi pourquoi. Conan le Barbare, c'est un film... alors, il est américain, espagnol et mexicain, et il a été réalisé par John Milius dans les années 80, alors 1982, avec Arnold Schwarzenegger en Conan le Barbare. Et en fait, ce qui est absolument réussi dans ce film, alors il trahit la mythologie de Conan le Barbare à bien des égards, mais ce qui est très réussi, c'est que la morale, entre guillemets, ou l'absence de morale, est respectée. C'est-à-dire que dans ce film, Conan le Barbare, c'est tout sauf un héros. Hein. C'est au départ, c'est un garçon qui est arraché à son village, qui est élevé comme esclave et qui est une brute absolue, un être qui réagit instinctif, hein, qui va réagir comme un peu un homme sans civilisation, hein, qui va faire du mal à ceux qui lui font du mal et s'allier avec ceux avec qui il a intérêt à s'allier. D'accord ? Donc, on n'est pas du tout dans une dichotomie bien-mal, pour le coup. Et ça, le film respecte vraiment l'atmosphère des écrits de Robert Howard, puisque le personnage est issu d'une œuvre littéraire de Robert Howard, qui a été créée dans les années 1930. Notamment, il y a certains passages du film qui sont absolument savoureux. Conan le Barbare se fait heurter dans le dos par un chameau ou un dromadaire. Excusez-moi, je ne me rappelle plus du nombre de boss. Mais là, Conan le Barbare se retourne et il assène un coup de poing au chameau, voilà, qui s'effondre. Et là, dans ce geste, on a tout Conan le Barbare. C'est-à-dire, on a un être qui, avant d'être bon ou mauvais, parce qu'en fait, il n'est ni bon ni mauvais, et surtout un être qui cherche à survivre, qui cherche son propre intérêt, sa propre survie, et qui réagit instinctivement. Conan le Barbare, c'est un personnage qui, comme son épithète l'indique, est plus proche du barbare que de l'homme civilisé. Hein. Et quand un chameau le percute, il lui tape dessus. Voilà. Et dans l'œuvre de Robert Howard, on voit sans cesse cette caractéristique se rappeler au lecteur. Et donc, ça met au second plan les questions de bien et de mal, puisqu'en fait, Robert Howard n'arrête pas de nous rappeler que dans un monde qui est sauvage et brutal, eh bien, le bien et le mal soit n'existent pas, soit deviennent des propos secondaires, ou alors en tout cas une vérité qui est subjective. Alors j'ai de nombreux exemples, mais on va en prendre seulement quelques-uns. Et puis je vais faire le parallèle avec des bandes dessinées que j'ai beaucoup aimées, puisqu'il faut savoir que l'œuvre de Robert Howard a été adaptée sur beaucoup de supports. En ce moment, il y a une série de bandes dessinées qui paraît, et il y a certaines de ces bandes dessinées qui sont absolument excellentes. Donc, je vais en profiter pour en parler au passage. On va commencer par une nouvelle qui s'appelle La fille du géant du gel. Alors techniquement, c'est la première nouvelle que Robert Howard a écrit pour Conan le Barbare. Alors, on va tout de suite, les connaisseurs vont me dire, mais non, en fait, c'est le phénix sur l'épée dans lequel Conan le Barbare apparaît pour la première fois. Oui, alors sauf que le phénix sur l'épée, comment il s'appelle, Robert Howard avait prévu au départ d'en faire une aventure de Kull, le roi Atlante. Alors Kull, qui a un nom ridicule, hein, c'est K-U-2-L. En français, quand on regarde pour la fois, on dit c'est Kull, d'accord, super. Kull le barbare, c'est un autre personnage de Robert Howard qui est un roi sur le continent de l'Atlantide, dans une époque très éloignée, dans un décor qui ressemble beaucoup à celui de Conan le Barbare, mais qui est légèrement différent et qui est censé se passer beaucoup plus tôt d'ailleurs dans les époques mythologiques de Howard.
Et donc, du coup, le Phénix sur l'épée n'a pas été écrit pour le Conan le Barbare. C'est La fille du géant du gel, où pour la première fois, il prend la plume dans l'objectif de faire une nouvelle de Conan le Barbare, avec des caractéristiques du personnage bien précises. Parce que Conan le Barbare et Kull se ressemblent beaucoup, notamment ils s'habillent pareil, ils ont tous les deux des grosses masses de muscles, etc. Sauf que, alors que Conan le Barbare est un égoïste qui se bat avant tout pour survivre et pour son propre intérêt, Kull l'Atlante, c'est un souverain, c'est le roi de Valusie, et souvent, en fait, il est un peu plus altruiste que Conan le Barbare, et il se bat aussi pour son royaume, même si c'est lui le souverain du royaume, c'est aussi pour les habitants de son royaume. Mais je vais me concentrer sur Conan le Barbare, et la fille du géant du gel, donc. Alors, j'en profite donc pour vous montrer cette splendide bande dessinée. Alors déjà, Conan le Barbare a été édité chez Brajlon. Voilà, c'est cela. Il faut savoir que c'est une édition française qui a eu du mal quand même à arriver jusqu'à nous, puisque on a quelqu'un qui s'appelle Sprague de Camp qui en fait s'est approprié Conan le Barbare pendant longtemps et qui l'a réécrit en rajoutant des passages écrits de sa main à lui. Et donc, en fait, il a fallu beaucoup de temps pour que des personnes s'intéressent au texte et commencent à dissocier ce qui a été rajouté après par Sprague de Camp et ce qui était à l'origine écrit par Robert Howard. Donc, cette édition, par exemple, reprend des textes purs, ce qui, à un moment donné, était finalement impossible à trouver, parce que Sprague de Camp avait pollué le texte avec sa propre écriture. D'accord ? Et donc, La fille du géant du gel, voilà une adaptation en bande dessinée. Alors, ce qui m'a attiré dans cette bande dessinée, c'est le dessin, c'est de Robin Recht. Alors, j'espère que je n'écorche pas son nom, ou Recht, je dirais. Avec un graphisme qui est superbe et très brut. Et je trouve que ça retranscrit exactement ce qu'est Conan le Barbare. Conan le Barbare, c'est un personnage qui est brutal. Et on le voit dans La fille du géant du gel. Alors, qu'est-ce que c'est l'histoire de cette petite nouvelle, qui n'est pas très longue ? On a eu une bataille qui se situe dans un pays du Nord, avec de la neige, des personnages qui ressemblent un peu à des Vikings. Et en fait, Conan a participé à cette bataille en tant que mercenaire, et autour de lui, que des morts. Tout le monde est mort sauf lui. Et en fait, dans cette région, il y a comment on appelle ça, il y a une tradition, une légende, c'est qu'il y a la fille du géant du gel qui vient chercher le meilleur des guerriers et qui vient l'amener auprès de son père, le géant du gel. Et en fait, seul le meilleur guerrier pourra peut-être l'atteindre. Et en fait, effectivement, cette beauté apparaît à Conan qui va être attiré par elle et qui va la poursuivre, sans cesse la poursuivre. Et en fait, la légende, c'est que ça. C'est Conan qui poursuit cette fille mystérieuse, qui est clairement pas humaine, c'est une semi-divinité. Et il est poussé surtout par le désir physique vis-à-vis de cette fille. C'est-à-dire qu'en fait, il a envie de la violer, Conan. Voilà. Alors c'est super, vous avez un héros, et c'est un violeur de base qui ne pense qu'à se faire la fille, quoi. Donc on est très très loin là, de l'archétype du héros, et puis c'est un mercenaire qui vient de participer à une bataille sanglante, et dont il est le dernier survivant, et on n'est pas sûr qu'il sache très bien d'ailleurs pourquoi il s'est battu, ni si c'est vraiment des idées qui l'ont amené là. C'est plutôt un mercenaire, Conan. Et effectivement, c'est sa puissance brutale en fait qu'on admire durant toute la nouvelle, cette animalité qui le pousse à faire des choses héroïques, mais qui ne sont là que pour la satisfaction d'un besoin primaire personnel. D'ailleurs, c'est souvent le cas avec Conan. On va prendre deux autres exemples qui existent également en bande dessinée. Le Colosse Noir, c'est une nouvelle qui a été éditée en juin 1933 dans Weird Tales. Alors là, on a affaire à une guerre entre une princesse, Yasmela, qui est entourée de mercenaires qu'elle a embauchés pour se défendre, contre un adversaire redoutable qui lui s'appelle Tugra Khotan. Alors c'est un conquérant maléfique, puisque c'est un sorcier très, très vieux qui s'est réincarné dans un nouveau corps et qui veut envahir le royaume de cette belle princesse. Et donc la princesse fait appel à Conan, qui est un de ses mercenaires. Mais là encore, Conan se bat pour de l'argent. Et très vite, on relativise le bien-mal. Tugra Khotan, avant d'être quelqu'un de mauvais, c'est surtout quelqu'un de très éduqué. C'est un sorcier, mais c'est surtout un savant. Et en fait, Conan le barbare et Tugra Khotan veulent la même chose. Ils veulent sortir avec Yasmela. Donc finalement, Tugra Khotan d'ailleurs va essayer de violer Yasmela.
Et il ne va pas y arriver, mais à la fin de l'ouvrage, Yasmela va sortir avec Conan, plus ou moins en récompense de ses services. Donc là, on est dans des relations qui ne sont pas très saines, hein, et on n'est pas du tout dans le manichéisme. En fait, le lecteur est, comme dit Robert Howard, il prend son lecteur pour un voyeur parce que les plus bas instincts sont flattés là, hein. Mais on est toujours du côté de Conan parce que voilà, Conan, c'est le héros, on est de son point de vue et puis on s'identifie. Je ne sais pas si on s'identifie beaucoup, mais la part animale, disons, du lecteur s'identifie à Conan. De la même façon, dans La Maison aux Trois Bandits, hein, qui est une nouvelle cette fois publiée en 1934, là on voit clairement que le manichéisme n'est pas du tout la tasse de thé de Robert Howard. On est dans une cité-État où Conan le Barbare a été mis en prison parce qu'il a tué un prêtre. Alors ce prêtre avait fait mettre à mort un de ses amis, donc c'est normal, pas de problème. Il se retrouve en prison. Et en fait, on a Murillo qui est un conseiller du roi de cette cité qui le fait libérer, mais à condition que Conan aille tuer un de ses adversaires, qui est un sorcier, mais un autre conseiller du roi, qui s'appelle Nabonidus. Nabonidus, oui, c'est ça, Nabonidus. Et donc, du coup, Murillo et Nabonidus, on découvre rapidement que c'est deux faces d'une même pièce, hein, c'est deux ambitieux qui se disputent le pouvoir, et Conan, il sert juste de tueur à gages, hein, d'accord ? Et puis, à un moment donné, pourquoi ça s'appelle la maison aux trois bandits ? C'est parce qu'il se retrouve à trois dans la maison de Nabonidus contre un quatrième adversaire, qui est un pithécanthrope, une sorte d'homme préhistorique qui a été élevé par un Nabonidus comme une sorte de valet, mais qui va se rebeller contre son maître. Donc, en fait, on a trois affreux contre un homme sauvage, et le bien, il est nulle part, hein. Conan le barbare, c'est un meurtrier qui est payé et qui fait ça pour l'argent et puis pour survivre, et les deux autres veulent le pouvoir, hein, et se disputent pour ça. Donc, vous voyez, la fantaisie n'a pas attendu les auteurs contemporains pour briser avec le manichéisme. D'ailleurs, on va passer à la seconde partie, hein. Dans La peau des méchants, on a des œuvres qui ont fait le choix de carrément se mettre à la place des méchants, hein. Alors, le cas le plus emblématique, c'est celui de La Compagnie Noire. La Compagnie Noire, qu'est-ce que c'est ? C'est un cycle de fantaisie qui a été écrit par Glenn Cook, dans lequel le héros est un mercenaire, encore une fois. D'ailleurs, de façon générale, on peut remarquer que le personnage du mercenaire est très utilisé en fantaisie, justement parce que ce n'est pas un personnage manichéen, et que ça permet de relativiser les notions de bien et de mal, et d'adopter un point de vue qui va être moins moralisateur, moins clair, et on peut avoir comme ça des personnages qui naviguent en eau trouble. Mais alors, peut-on rester vraiment du côté des méchants absolument ? Alors, pour revenir à La Compagnie Noire de Glenn Cook, on a un personnage qui s'appelle le Toubib. Alors, Toubib, c'est qui ? C'est, comme son nom l'indique, c'est le Toubib de la compagnie de mercenaires dans laquelle il sert. Et au départ, quand on les retrouve, Toubib et sa compagnie, ce n'est pas le chef d'ailleurs de sa compagnie, hein, ils sont dans une ville qui s'appelle Beryl, voilà, c'est ça. Et ils servent un horrible type qui s'appelle le syndic, hein, qui est le seigneur de cette ville, qui oppresse d'autres personnes, des révoltés, les Bleus. Et à un moment donné, débarque une galère, hein, une galère un peu mystérieuse. Et à son bord, il y a les serviteurs de la Dame. Alors, qui c'est la Dame ? La Dame, c'est une sorcière maléfique, hein, tout simplement. C'est la femme d'un affreux Jojo, genre Sauron, qui s'appelle le Dominateur, qui a été très méchant et qui a essayé d'envahir le monde il y a très longtemps, mais il a été vaincu, super. Mais sa femme est encore là, la Dame, avec des serviteurs qui ressemblent beaucoup aux Nazgûl, qui sont les asservis. Et donc, cette Dame, elle propose à la compagnie de mercenaires, la Compagnie Noire, de tuer le syndic, le seigneur auprès de qui ils se sont engagés, et de passer à son service. Et puis, plus si affinité, et d'ailleurs affinité il y a, puisque la Compagnie Noire finira par engager la conquête du monde à la tête des hordes démoniaques de la Dame, hein, des hordes maléfiques de la Dame. Donc là, on est du point de vue d'un mercenaire qui, pour sa paye, se bat du côté des ordures, hein. On voit des massacres, des viols, des trucs horribles. Et puis en plus, de façon très factuelle, puisqu'en fait, on voit les événements à travers le journal de bord de Toubib, qui tient le journal de bord de la compagnie de mercenaires. Donc, en plus, on a des ellipses, on nous présente des personnages auxquels on s'attache progressivement, et puis 2 pages plus loin, ils sont morts. Là, on se dit qu'effectivement, on tient un personnage qui n'est pas du tout manichéen.
Mais est-ce qu'on se tient justement à cette absence de manichéisme? Parce que l'idée, ça aurait été d'aller jusqu'au bout. Et effectivement, une fois que les méchants ont gagné, que se passe-t-il? D'ailleurs, finalement, il y a toujours un manichéisme, parce que même si on est du côté des méchants, le Toubib a quand même le sentiment d'être du côté des méchants. Il en a tout à fait conscience. Cette dame et ce dominateur sont assoiffés de pouvoir. Ils sont toujours là, pour le coup, en voulant passer de l'autre côté du miroir. Finalement, on ne fait que renverser le modèle et se retrouver du côté des méchants, mais en étant, voilà, c'est le serviteur du méchant, Toubib, qui n'est pas totalement méchant, mais la dame, le dominateur, ou la plupart des asservis ne sont absolument pas sauvables. Hein. D'ailleurs, ce parti pris, on le voit, est difficilement tenable, puisque finalement, dans la Compagnie Noire, alors là, je vais spoiler la Compagnie Noire, donc vous avez quelques minutes pour vous ruer à l'autre bout de votre salon et vous boucher les oreilles. Dans la Compagnie Noire, donc, dis-je, en spoilant, eh bien, on va finalement avoir disons un passage de l'autre côté par la Compagnie Noire. La Compagnie Noire va finir par passer du côté de la rébellion, hein, des gentils, puisque entre-temps, la Compagnie Noire a adopté une petite fille qui se nomme Chérie, qui est une petite fille qui a perdu sa mère, qui est sourde, muette, et que Toubib et les autres prennent en pitié, qui vont amener avec eux. Et cette petite fille, elle s'avère être en réalité la Rose Blanche, c'est-à-dire une sorte de prophète du bien, qui va grandir parmi eux et finalement qui va être à l'origine d'une rébellion pour faire triompher le camp du bien. D'accord ? Donc finalement, on voit qu'en essayant de jouer la carte justement de l'inverse du manichéisme, Glenn Cook il revient au manichéisme. Hein. Donc on a beaucoup d'œuvres comme ça qui veulent se mettre du côté des méchants, mais qui montrent quand même que le bien et le mal sont existants dans leurs univers. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils tombent dans un manichéisme primaire. C'est juste que la question du bien et du mal reste quand même centrale en fantasy. On va prendre d'autres exemples, notamment du côté des assassins. Parce que la figure de l'assassin, c'est pareil, c'est une figure qui est très utilisée en fantasy pour cette raison. Parce que l'assassin, il est difficilement sauvable, hein, il tue des gens. Et le héros, a priori, il tue personne. Un Zorro, lui, il combat les gens avec son épée, et puis après, il attache les gens, les méchants, qui sont capturés, et personne ne meurt, tout va bien. D'accord ? D'ailleurs, c'est encore le cas dans plusieurs films, dans de moins en moins de films pour adultes quand même, mais pour les enfants, hein, les Disney, les méchants, ils meurent toujours parce qu'ils ont été très méchants et ils reculent et ils tombent dans le fossé qui était opportunément derrière eux. Hein. Ça permet aux méchants de pas les pousser, aux gentils de ne pas les pousser et de conserver toute la pureté de leur âme, du coup. Sauf que dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça, et dans la fantasy, ça ne se passe pas comme ça non plus, de moins en moins, du moins. Donc avec les assassins, on voit que ce n'est pas le cas. Je voulais parler de livres que je pensais avoir mis à côté de moi et que je n'ai plus. C'est pas grave. Je vais juste les citer. C'est L'apprenti assassin de Robin Hobb. Alors, L'apprenti assassin, en fait, c'est tout un cycle. Hein. Si vous vous lancez là-dedans, préparez-vous à lire 16 tomes, il me semble. Sachant qu'il y a plusieurs époques dans la vie de l'assassin, donc vous n'êtes pas obligé de lire toutes les époques. Lisez au moins les 8 premiers tomes qui sont quand même les plus remarquables. On a le cas d'un bâtard d'une famille royale, les Loin-Voyants, c'est la famille royale, et un bâtard qui est le fils illégitime de l'héritier du trône et qui va recevoir une éducation d'assassin. Pourquoi ? Alors, il n'assassine pas les gens pour le plaisir, c'est pour défendre sa lignée. D'accord ? En fait, il est utilisé comme assassin par son grand-père, qui est le roi, pour se débarrasser de ceux qui nuisent à sa lignée. Et alors, ce qui est bien avec l'apprenti assassin, c'est qu'on a vraiment une plongée dans le psychisme du personnage. On est tout le temps dans ses pensées, à tel point d'ailleurs qu'il y a beaucoup de lecteurs qui se plaignent parce que c'est une série qui est réputée pour avoir un tome entier avec très peu d'événements, mais avec beaucoup d'intériorisation et de pensée du personnage. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est une grande qualité, puisque pour ma part, du moins, dans les 8 premiers tomes, je ne me suis pas ennuyé malgré cette caractéristique. Et donc, on a un personnage qui est vraiment qui est très travaillé, hein, qui n'arrête pas de douter de ce qu'il fait, d'ailleurs de douter de ses propres compétences, de douter de ses propres motivations, qui porte un jugement très dur sur lui-même et qui va tuer, pas tout le temps d'ailleurs, hein, c'est un assassin, mais quand il peut faire autrement, il fait autrement, mais qui va tuer pour que sa famille, les Loin-Voyants, continuent de régner justement sur le pays. Et de son point de vue, les Loin-Voyants justement sont une dynastie de bons gouvernants, hein, justes, et donc on n'est pas quand même tout à fait dans le manichéisme.
parce que voilà, il se bat pour sa propre famille, pour sa propre vision du monde, et qui est très facilement critiquable. D'ailleurs, au cours de l'aventure, et je vais maintenant spoiler l'assassin royal, au cours de l'aventure, je crois que c'est dans le 4e tome, j'en suis pas bien sûr, il finit par y avoir une guerre des trônes, hein, puisque le roi est mort, et puis ses deux fils Vérité et Royal, on a un des fils du roi qui s'appelle Royal, s'affrontent pour le trône. Alors, c'est pas un affrontement guerrier, pour le coup, c'est plutôt je t'assassine dans le coin et puis je vais te traquer là-bas. Voilà, c'est Royal, l'un des fils, le 3e fils du roi qui a pris le pouvoir, c'est l'oncle donc du héros, hein. Et Royal, bon, c'est un infâme paltoqué, il est orgueilleux, il n'hésite pas à tuer des gens pour arriver à ses fins, mais comme le héros, hein, finalement, le héros est un assassin. Et d'ailleurs, il y a un personnage qui lui dit, d'accord, mais là, tu affrontes Royal parce qu'effectivement, c'est un mauvais dirigeant, et que le véritable dirigeant, c'est son frère aîné, Vérité, qui est aussi l'oncle du héros. Mais au fond, si Vérité meurt, l'héritier légitime, ça deviendra quand même Royal, ce 3e fils. Et cet autre personnage lui dit, quand Vérité mourra, si Royal devient effectivement l'héritier légitime, qu'est-ce que tu feras? Tu affronteras Royal, alors que c'est justement l'héritier légitime de ta famille, et que certes, c'est un mauvais roi, mais c'est aussi un jeune roi. Et par le passé, on avait des dirigeants loin-voyants qui étaient aussi nuls que lui, aussi cruels que lui, et qui sont devenus d'excellents rois. Donc, il faudra t'y faire. Aujourd'hui, on mène la lutte. En fait, c'est son mentor qui lui dit ça, hein, qui est un assassin aussi. Aujourd'hui, on mène la lutte contre un roi qui n'est pas légitime, mais si demain c'est le roi légitime, on se mettra à son service. Voilà. Parce qu'on sert avant tout notre famille. On ne sert pas notre propre vision du monde. Et je trouve que c'est tout à fait intelligent, et que là, on a vraiment des personnages qui se battent pour leurs propres intérêts, ou en tout cas pour leur vision du monde, et leur vision de ce que doit être leur royaume. Hein. Alors, pour un personnage un peu plus noir d'assassin, qui pour le coup penche plus vers le mal, on a Gagner la guerre, hein, de Jean-Philippe Jaworski, qui présente un personnage d'assassin. Alors, beaucoup de personnes le connaissent parce que c'est un livre qui a connu beaucoup de succès, et c'est tout à fait mérité, même si du coup, le lire, ça peut être ardu, parce que c'est un livre qui ne lésine pas sur les descriptions et des formulations parfois empoulées ou d'ailleurs élégantes, hein, ça dépendra de votre vision de l'écriture. Moi, j'ai beaucoup aimé. Benvenuto Gesufal, c'est un spadassin efficace et sans scrupules, qui est au service d'un doge. Enfin, alors c'est pas un doge, c'est un podestat, mais c'est l'équivalent du doge de Venise, dans une cité qui d'ailleurs ressemble beaucoup à Gênes ou à Florence. Et le podestat, qui s'appelle Léonide Ducator, c'est un politicien infâme qui fait tout pour assurer son propre pouvoir et sa propre carrière, hein, jusqu'à pousser la ville de Souidalia, hein, la République de Souidalia, cette ville qui ressemble à Florence ou à Venise, à Gênes, à Venise ou à Gênes, à Venise, c'est joli, pendant la Renaissance, qui n'hésite pas donc à tuer ses opposants politiques ou même des héros de guerre, hein, pour assurer son propre pouvoir. Et là, le personnage de l'assassin, Benvenuto Gesufal, on pourrait dire qu'il est irrécupérable, quelque part. Parce que ce n'est pas un personnage qui est... Alors, il est sympathique par sa gouaille, parce qu'il va nous inspirer sympathie, parce qu'il a de l'humour, il a du charisme, il nous fait part de ses réflexions, donc on est obligé d'être dans sa peau. Mais en même temps, c'est un personnage qui est égoïste, qui ne pense pas aux autres, c'est un violeur, c'est un tueur, c'est le pire des personnages. Je n'espère pas que c'est votre voisin, parce que sinon vous allez passer un mauvais quart d'heure. Il est capable de se mettre en colère pendant une partie de cartes et de mutiler le type en face de lui parce que ça s'est mal passé. D'accord ? Donc ce personnage, il est vraiment très obscur, mais ce qui est bien, c'est que Jean-Philippe Jaworski arrive quand même à nous faire apparaître les ombres, les lumières de ce personnage, et à nous faire apparaître surtout les raisons de son attitude. Benvenuto Gesufal, c'est avant tout un personnage qui a souffert. Hein. Alors, ça paraît bête de le dire comme ça, mais il n'apparaît jamais en tant que victime dans le livre. Mais petit à petit est distillée cette idée qu'en fait, Benvenuto Gesufal, c'est une victime. Et c'est très marrant parce qu'il n'accepte pas du tout ce statut de victime, ce personnage. Il se bat au contraire, hein, en disant au lecteur tout le temps qu'en faisant le beau, hein, il a un peu une culture italienne, méditerranéenne, il est fier, il n'a pas du tout envie de se faire prendre par une victime, par son lecteur. Mais en fait, c'est une victime. C'est un pauvre garçon qui a été plus ou moins délaissé par sa mère, dont le beau-père était quelqu'un de très dur, un peintre reconnu, le Macro Muopo, qui est en fait une figure qui ressemble à Léonard de Vinci dans notre monde.
et qui s'est construit contre son beau-père, contre sa mère, en se sentant rejeté par tout le monde. Son propre père a disparu en mer, donc il n'a pas eu de figure paternelle pour le conduire, et il a fait les mauvaises rencontres, les mauvais choix qui l'ont amené à être quelqu'un d'absolument détestable. Et au fur et à mesure de son aventure, on se rend compte qu'il est complètement manipulé par son employeur, le podestat Leonid Doukator, qui en fait ne l'estime pas du tout. Enfin, il l'utilise comme un outil, donc il est prêt à risquer la vie de cet homme, de Benvenuto Gassoufal, et lui faire faire les pires choses, à l'obliger d'ailleurs à faire les pires choses. Donc là, on a quelque chose de plus intéressant que le manichéisme primaire, qui est en fait commun à beaucoup de livres de fantasy. C'est cette découverte que le mal est un produit de l'expérience d'un personnage. Et là, on rejoint Tolkien, c'est-à-dire qu'un personnage n'est pas méchant par nature, mais un personnage est méchant parce qu'il a été corrompu, mais alors pas par des objets magiques ou d'autres choses comme ça. Ça peut être une métaphore employée par la fantaisie, mais il a été corrompu par le mal qu'on lui a fait dans son propre passé. Et à partir de ce mal, de cette souffrance qu'il a emmagasinée, il va développer lui aussi un comportement qui est négatif. Et en fait, c'est à ça que ça sert la fantaisie. Hein. C'est à décortiquer des personnages pour montrer pourquoi ils agissent ainsi et pourquoi ils sont si méchants. Hein. C'est là où la fantaisie devient intéressante, parce qu'elle rejoint l'humain. Et c'est le cas de n'importe quelle littérature. La littérature de fantaisie est finalement une littérature comme les autres, qui nous amène qui nous montre des personnages qui ne sont pas des monstres ou des anges, mais qui sont des personnages qui ont des déterminismes, qui se battent pour exister, qui se battent pour être... qui ont des dilemmes, qui sont méchants parfois même sans s'en rendre compte, mais comme nous. Hein. Je reviens sur le parallèle avec le monde contemporain. La complexité du monde aujourd'hui explique peut-être l'attrait des lecteurs pour cette fantaisie adulte et mature, où le bien et le mal sont difficilement détectables. Je vais faire référence à quelque chose que j'ai vu pas plus tard que avant-hier soir, un documentaire sur Arte qui s'appelle « La face cachée des énergies vertes ». Alors c'est un documentaire de Jean-Louis Pérez et de Guillaume Pitron, un documentaire qui m'a, pour le coup, personnellement, qui a remis énormément de choses en cause. Alors, je suis très sensible aux questions du réchauffement climatique, mais je pense que là, c'est une question générationnelle. On est tous interpellés par cette question. Et on nous a toujours dit que acheter des voitures électriques et construire des éoliennes, ce serait la solution pour sauver le monde. Et là, on a ce documentaire, La face cachée des énergies vertes, qui nous explique que, en fait, quand on produit des éoliennes et des voitures électriques, eh ben, on pollue encore plus qu'en restant en modèle carboné. Alors bien sûr, il faudra, et c'est ce que je vais faire moi-même, aller chercher d'autres sources, essayer d'affiner la question, de mesurer alors le pourquoi du comment, se demander aussi s'il n'y a pas des raccourcis dans ce documentaire. Mais la question reste ouverte. La révolution verte qu'on nous propose, est-elle réellement la solution à tous nos problèmes ou est-ce une façon de conserver un modèle productiviste qui ne va pas changer les choses et va continuer à nous enfoncer dans une destruction du monde actuel tel qu'on le connaît. Et donc ça, c'est une question, une remise en cause. Le doute est instillé et c'est sain, parce qu'en réalité, notre monde, il est complexe. Et maintenant, je reprends un exemple que j'ai vécu tout à l'heure. Tout à l'heure, quand je préparais cette chronique, un gentil jeune homme a frappé à la porte. Je lui ouvre. Je lui dis, mon pauvre ami, je suis en train de travailler sur ce que je vais dire tout à l'heure. Et il me dit, mais voilà, je représente une entreprise qui va vous faire gagner de l'argent parce que elle est productrice d'électricité et vous allez pouvoir ne plus passer par votre distributeur d'électricité. C'est fantastique. Mais peut-être que ça va me faire gagner de l'argent à moi, peut-être que ça va me faire gagner de l'argent à l'entreprise qu'il me présente, mais on a toute une sorte plein d'intermédiaires et d'autres entreprises qui dépendent du salaire, enfin du prix auquel je paye mon électricité et mon gaz. Et donc, en discutant avec lui, je suis revenu sur cette question du bien et du mal. Certes, ce qui est bon pour moi et bon pour l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas forcément bon pour le reste de la société ou pour d'autres intérêts. Et donc, c'est cette question des intérêts multiples qu'il faut prendre en compte dès qu'on décrit une situation, y compris en fantaisie. Alors, j'avais prévu de parler d'autres livres, mais je vois qu'on est un peu avancé, donc je vais directement passer je vais quand même parler 2 minutes de 2 sagas fantasy qui sont très connues, donc je vais passer assez rapidement parce que vous les connaissez certainement. C'est Le Trône de Fer et Le Sorceleur.
Alors, je parle des livres et pas forcément des adaptations. Surtout que je ne suis pas un très grand fan de l'adaptation du Sorceleur, notamment parce que j'ai beaucoup aimé les livres et leur complexité et leur côté dark fantasy très sale, très justement anti-merveilleux, alors qu'ils ont donné une coloration plus merveilleux, friendly à la série, ce qui était un parti pris qu'on peut apprécier. Hein. Personnellement, ça me rebute un peu. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans le monde du sorceleur, et là, par contre, les adaptations en jeux vidéo l'ont tout à fait respecté, c'est que dans le monde du sorceleur, on a affaire à un monde qui n'est absolument pas manichéen, et où les monstres sont justement pas forcément les monstres réels. Gérald de Rive est un sorceleur, c'est-à-dire qu'il il cherche à débarrasser le monde des créatures fantastiques qui infestent ce monde, notamment en les tuant contre rémunération, hein, parce que vous avez des paysans qui vont donner de l'argent à Gérald pour qu'il les débarrasse de tels insectes géants qui pourrissent leur vie, ou de tels loups-garous qui enlèvent leur enfant. Mais en fait, à travers les histoires de Gérald de Rive, on se rend bien souvent compte que le mal n'est pas du côté des monstres. On a une nouvelle dans le premier tome du Sorceleur que j'ai ici, que je n'ai plus, je ne sais pas pourquoi. Ah si, c'est parce qu'en fait, quand je déplace des livres, j'en recouvre d'autres. Donc après, je ne les retrouve plus. Voilà, là, alors bon, il y a une illustration qui vient du jeu vidéo, mais comme le jeu vidéo est très intelligent, ça ne me dérange pas d'avoir un livre avec une image de jeu vidéo. Voilà, j'ai pas honte. Et donc, dans une des nouvelles de ce premier tome, c'est le dernier vœu. Vous avez une nouvelle dans laquelle Gérald de Rive doit faire la peau à une bête horrible qui enlève les jeunes filles. Ça ressemble d'ailleurs beaucoup au conte de la Belle et de la Bête, hein, puisque cette bête, elle habite dans un château, etc. Et en fait, au bout du conte, on se rend compte que les jeunes filles restent volontairement dans le château de la Bête, tout simplement parce que la Bête est un amant hors pair, hein, il a des capacités sexuelles reconnues par les jeunes filles, qui restent volontairement dans son château. Et donc, du coup, là, Gérald se dit, en fait, je ne vais pas tuer ce pauvre type dont le seul crime est d'avoir des poils, et il repart. Ou alors, on a effectivement, alors là, c'est plutôt bien retranscrit dans la série télévisée, on a un magicien qui lui demande de tuer une fille, sous le prétexte qu'elle est maudite et qu'elle va apporter le mal dans le monde, mais assassiner cette jeune fille, en fait, est un crime. Enfin, il se rend compte que ce serait un crime, puisque, en fait, le magicien en question reproche à cette jeune fille sa nature même, le fait même qu'elle existe et qu'elle soit née à un certain moment, ce qui en fait une créature particulière. D'ailleurs, Gérald de Rive lui-même est une créature qui est non humaine, puisque ses drogues l'ont transformé. Et son meilleur ami au cours de ses aventures sera un vampire, Régis. Alors là, c'est du semi-spoil, mais d'ailleurs, je suis désolé de vous avoir spoilé, c'est pour vous prévenir. J'espère que vous saurez me pardonner. Donc Régis, je vais continuer à spoiler, hein, pour ceux qui veulent fuir, pendant qu'il est encore temps. Régis est un vampire, et ça va devenir le meilleur ami enfin, l'un des meilleurs amis de Gérald de Rive, parce qu'ils poursuivent le même objectif, et puis surtout que c'est un chic type, en fait. Certes, il boit le sang des gens, mais après tout, vous mangez bien du bœuf et du poulet, qui sont des êtres, certes, qui ont une conscience un peu moindre, mais on pourrait se poser des questions. Et d'ailleurs, moi aussi, je mange du bœuf et du poulet, donc qui suis-je pour faire des reproches à Régis, hein. Et d'ailleurs, Régis essaye de pas trop tuer les gens, il prélève du sang, voilà. Donc finalement, hein, le mal n'est pas là où on s'attend qu'il soit. Et de la même façon, dans le Trône de Fer, je n'ai pas la... Voilà, je ne m'étendrai pas trop, mais il est inutile de rappeler que les Lannister, qui sont présentés comme d'horribles Jojo au tout début de la série, on a quand même Jaime Lannister qui pousse un petit Stark du haut d'une tour et qui le rend handicapé physique. On a Cersei qui est une personne abominable qui n'hésite pas à tuer froidement ceux qui se dressent contre son chemin. Mais ces personnages qui effectivement sont abominables, on finit par les aimer, hein. Et je n'ai pas honte de dire que j'aime les Lannister et que c'est sans doute mes personnages préférés dans le Trône de Fer, parce qu'en fait on les comprend, que Jaime, lui, se bat pour les gens qu'il aime, pour sa sœur Cersei parce qu'il est amoureux de sa sœur, pour ses enfants parce qu'il a envie que ses enfants survivent et ne soient pas traités comme des bâtards et exécutés. Et Stark lui-même, hein, le héros, eh bien lui-même, on peut remettre en question ses choix, puisque au tout début de la saga, Stark, qui est gardien du Nord, hein, capture un homme qui a fui le mur qui est habité, je le rappelle, par la garde noire, hein. Ce sont des gens qui sont des sortes de moines soldats qui protègent tout le royaume contre les invasions venues de l'extrême nord,
un pays de glace où vivent notamment des morts-vivants. Mais ça, on l'apprendra plus tard dans la saga. Et Stark capture cet homme et le décapite parce qu'il a déserté. Sauf que on peut se demander en quel honneur il fait ça, hein, comment il peut se permettre de juger un homme qui a déserté, qui a essayé de sauver sa propre vie ou tout simplement qui a estimé qu'il n'était pas de taille à affronter ce péril. Et là, tout de suite, en fait, ce personnage qui est un héros, Stark, hein, qui est un homme droit dans ses bottes, qui a des valeurs, hein, eh bien, nous apparaît, ou en tout cas m'apparaît comme quelqu'un de tout à fait antipathique, qui est presque un fanatique, qui va faire passer ses valeurs et sa vision du monde avant la vie de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, le Trône de Fer est une œuvre qui remet en perspective les notions de bien et de mal, et donc elle a toute sa place dans la fantaisie actuelle. Je vais terminer avec mes propres ouvrages pour vous expliquer notamment dans le processus d'écriture comment j'essaye justement de respecter mes personnages en n'étant pas manichéen dans mon œuvre. Alors, pour ça, je vais être amené à spoiler les livres, mais je vais vous le dire, je vous dirai à chaque fois que je commence à spoiler, je ne referai pas la même erreur. Je vais commencer par La Croisade éternelle. Alors, en fait, je vais rester sur La Croisade éternelle. Hein. C'est la seule œuvre dont je vais parler. Alors, je vais faire apparaître alerte, je divulgage le tome 1 quand je commencerai à spoiler. Alors, La Croisade éternelle, comme vous l'a dit Louis tout à l'heure, c'est un univers de fantaisie mésopotamienne. C'est-à-dire c'est une aventure qui se situe dans un monde qui ressemble à la Mésopotamie antique. Alors, qu'est-ce que c'est la Mésopotamie ? C'est dans le croissant fertile, mais ce n'est pas l'Égypte antique. Aujourd'hui, dans la région de la Syrie et de l'Irak. C'est une région qui est plutôt aride, donc, mais qui est arrosée par 2 fleuves, le Tigre et l'Euphrate, qui dans mon livre sont le Pourat et l'Idiglate. Et dans ce monde, on a plusieurs cités-États, puisque ce qui est intéressant avec les Mésopotamies, c'est que vous n'aviez pas un seul royaume, vous aviez plusieurs cités-États qui sont opposées les unes aux autres et qui sont en guerre perpétuelle. Alors parfois, on a des cités-États qui en affrontent d'autres et qui les capturent, mais c'est toujours difficile de conserver sa domination sur les autres cités-États en raison de l'éloignement géographique et puis de l'organisation de ces cités-États. Ce qui fait qu'en réalité, quand une cité prenait une autre cité, on mettait plutôt en place un gouverneur qui allait gouverner la cité au nom du monarque de la première cité victorieuse. Donc cette complexité du monde permet de faire une fantaisie qui a un goût un peu particulier. Et donc dans ce monde, je mets en place un système qui existait réellement dans la Mésopotamie antique, c'est celui des esclaves sacrés. C'est-à-dire qu'on pouvait être esclave, et il y en avait beaucoup d'ailleurs dans la Mésopotamie, mais en même temps sacré. Et là, on a une femme qui s'appelle Nisaba, qui est l'esclave d'un prince, c'est l'infant, il s'appelle Akurgal. En fait, Akurgal, il fait partie de la famille régnante, hein, c'est le prince héritier, et il a des pouvoirs. Notamment, il peut se lier à ses esclaves par des liens magiques très particuliers. Par exemple, je me lie à vous par la vue, eh bien, vous voyez ce que je vois, et inversement. Mais c'est une malédiction, hein. Ça ne va jamais se terminer. Vous serez condamné à voir ce que je vois, et inversement. Le prince peut se lier à quelqu'un par le sommeil, c'est-à-dire que la personne va être obligée de dormir à sa place, alors que le prince n'aura plus à dormir puisque l'autre dort à sa place. Ou alors il a un oblate de puissance, un oblate qui s'entraîne jour et nuit pour se muscler, devenir un athlète et faire profiter de cet entraînement au prince, puisque le prince lui-même va devenir un athlète, alors qu'à Courgal, eh bien, c'est un prince décadent. Il passe sa vie dans des lupanars, à manger du raisin et à boire de l'alcool avec ses amis, pendant que ses esclaves travaillent pour lui. D'accord ? Eh bien, Nisaba, c'est son esclave de peau, son oblate de peau. Ça veut dire que tout ce qu'elle ressent physiquement, il le ressent aussi, et inversement. Alors, ça va poser beaucoup de problèmes à cette jeune fille, puisqu'elle ressent les douleurs et les jouissances du prince de façon perpétuelle, et ça va beaucoup la gêner dans sa vie personnelle, hein, comme vous vous en doutez. Et donc là, je vais commencer à spoiler. Voilà, je vous avertis. Et donc, en fait, on va vite comprendre que cette femme et ce prince ont été jadis amants. Et d'ailleurs, c'est tout là le ressort de ce livre, de ce premier tome, c'est de comprendre quelles sont leurs relations. Et alors, c'est vrai qu'à une époque où, en fait, l'anathème est très rapidement lancé sur quelqu'un, je voulais introduire un peu plus de subtilité et faire apparaître la complexité de notre monde. Ce n'est pas du tout un jugement vis-à-vis de personnes. Hein. En fait, je ne prends pas position. Je mets en place une situation où en fait on peut comprendre tous les personnages. Mais on peut d'ailleurs les juger, hein, et je laisse mon lecteur libre de juger ces personnages. Puisque finalement, Nisaba, au départ, quand on n'a pas les tenants et les aboutissants, on peut la prendre uniquement pour une victime.
une victime complète, puisqu'elle est liée à ce prince par des liens magiques qui font qu'elle subit tout ce qu'il fait. Quand il couche avec une autre fille, eh bien, elle le ressent dans sa chair, ça la fait souffrir, du coup, elle se drogue pour éviter de ressentir ça. Donc, elle est accoutumée à un produit qui s'appelle le couat, qu'elle va trimballer avec elle, parce qu'elle va se lancer avec le prince dans une croisade, puisque le prince a fait une grosse bêtise, il doit reconquérir son trône, et donc elle va se lancer dans une croisade à l'autre bout de l'Empire contre des hordes de peuples qui refusent la domination de cet empire. Et donc, le prince, il y va pour montrer qu'il est toujours glorieux et pour redevenir l'héritier du trône, parce qu'il a fait une petite erreur qui fait qu'il n'est plus l'héritier du trône. Et Nisaba, elle apparaît comme une victime, parce qu'à chaque fois que ce prince agit, eh bien, elle ressent, elle subit. D'accord ? Et puis, on va découvrir des choses sur leurs relations anciennes. On va notamment découvrir que Nisaba, elle connaît le prince depuis très longtemps, et on va comprendre qu'elle lui a fait quelque chose au prince, et que ça pourrait expliquer le caractère de ce prince. Alors, toujours pareil, ça n'excuse pas ce prince, qui est parfois une ordure finie, mais on voit que Nisaba n'est pas qu'une victime, elle est aussi partie agissante, elle est actrice, et c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir des personnages qui font leurs propres choix, qui vont faire leurs propres erreurs, et qui vont en subir les conséquences, ou non d'ailleurs, hein. Et notamment, on va comprendre que Nisaba, et là je vais faire un énorme spoil, donc si vous n'avez pas lu le tome 1, je vous conseille d'aller le voir, d'aller le lire et puis de revenir un jour. En fait, on apprend que Nisaba, elle a tué le père du prince. Elle a carrément tué le père du prince. Pourquoi ? Parce que son propre père à elle a été tué dans un accident qui a été causé par le père du prince. Donc elle a vengé son père, son propre père, en tuant le père du prince. Mais ce qui est encore plus compliqué, c'est que le prince en question à Courgal, pour éviter que sa mère, la reine prêtresse, ne capture cette jeune femme et ne la mette à mort, eh bien, c'est pour ça qu'il l'a liée à lui par la peau. C'est que cette jeune femme, elle est devenue l'oblate, l'esclave de peau du prince, parce que le prince était amoureux d'elle et qu'il avait peur que sa mère la fasse torturer et la fasse tuer. Donc pour empêcher ça, il s'est lié à elle. Comme ça, elle est devenue son esclave de peau. Tout ce qu'il ressent, elle le ressent, et inversement. Et sa mère ne peut pas torturer cette femme. Mais alors, est-ce que le prince a fait ça par pure bonté d'âme ? Ou est-ce qu'il était tellement attaché à Nisaba que finalement, il ne supportait pas de la voir s'éloigner et il ne supportait pas de la perdre ? Est-ce que c'est des raisons purement altruistes qui ont poussé le prince comme ça à s'attacher à Nisaba ? Ou est-ce qu'il y avait déjà une pointe de perversion dans ce choix qui pourrait sembler bénéfique dans un premier temps pour Nisaba ? C'est la question qu'on se pose. Et du point de vue de Nisaba, oui, est-ce qu'elle avait le choix d'accepter ce lien ? Est-ce qu'elle ne l'avait pas ? Est-ce qu'elle se l'est vue imposer ? Est-ce que finalement elle est la victime d'Akourgal ou est-ce que c'est Akourgal qui est sa victime ? Est-ce que ce ne serait pas les deux à la fois ? Et ce qui est intéressant avec les différents avis sur ce livre, c'est que j'ai toujours rencontré des personnes qui étaient soit du côté de Nisaba, soit du côté d'Akourgal. Et c'est très amusant parce que moi-même, du coup je le dis franchement, je ne prends parti ni pour l'un ni pour l'autre, parce que j'ai fait le choix justement de mettre en place une situation qui est compliquée, et qui est sale, hein, une situation qui est absolument pas, où les notions de bien et de mal sont assez compliquées à trouver, et j'ai toujours eu en face de moi des gens qui défendaient Soutien Mordicus. J'ai eu une critique qui a dit qu'à Courgal, il était pire que les Lannister, que c'était vraiment un abominable Jojo, on n'avait rien à tirer, et on peut le penser. Et d'autres qui disent que Nisaba, franchement, elle n'assume pas ses responsabilités, etc. Voilà, c'est leur point de vue. Et moi, ce qui me fascine, en fait, c'est la réaction des lecteurs à cette œuvre. Parce qu'en fait, devant une situation qui est présentée de la même façon à plusieurs personnes, on a des points de vue qui sont radicalement opposés. Et ça, pour moi, c'est fascinant, en fait. Et est-ce que justement, ça ne correspond pas à ce que comment dire, toi, tu défends l'idée qu'on a cette complexité dans l'écriture. Et c'est pour ça que tu écris des personnages beaucoup plus complexes avec des situations qui entraînent et qui justifient en fait leur situation. Et justement, ces gens, eux, se rattachent plus à l'aspect manichéen, dans le sens où ils se disent, ça sera forcément le méchant. Quoi qu'il fasse, il aura, ok, comment dire, il pourrait justifier quelques actions, mais finalement, son personnage sera forcément sombre. Oui, mais en fait, je pense que c'est ça. Je crois qu'à un moment donné, il y a des identifications qui se font et que le lecteur, certains lecteurs peuvent pardonner certaines actions et pas d'autres.
et que ces actions qui sont pardonnables, elles diffèrent énormément d'une personne à l'autre. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du passé du lecteur, ça dépend de ses expériences, ça dépend de son éducation, ça dépend de tellement de paramètres en réalité que je serais incapable de tous les citer. Et c'est ça qui me semble intéressant. Oui, vas-y. Justement, de ce point de vue-là, il y a une question là, qui est dans le chat qui demande, est-ce que, de ce point de vue-là, si on sait que le lecteur sera forcément un peu plus tranché dans sa perception des personnages, c'est pas intéressant pour un auteur de ne faire que des situations manichéistes? Ben, ça peut l'être, hein. Ça peut l'être. Franchement, ça peut l'être. Du coup, ça va me permettre de parler du tome 2. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans le tome 2, j'ai pris des parties. Je savais que ça allait me mettre à dos peut-être la moitié des gens qui avaient lu le tome 1. Et ça, c'est pas que je m'en fiche, c'est que ce sera au lecteur de décider. Et justement, j'ai fait ce choix parce que c'est ce choix qui m'intéresse. Le choix, c'est de... Alors là, pour le coup, je vais essayer d'en parler sans spoiler, hein. C'est que je mets Nisaba face à des véritables choix. Hein. Depuis et là je ne spoil toujours pas, mais depuis le tome 1, son objectif c'est de retrouver son fils. On est d'accord. Et de le retrouver, de le protéger. Mais pour faire ça, elle a besoin de faire d'autres choses qui sont parfois beaucoup moins... qui ne seront pas justifiables ou qui passeront pour horribles pour certains lecteurs. Mais je retourne la question au lecteur. Si vos proches étaient menacés, si la seule solution pour les sauver ou assurer leur protection, c'était de faire des choses horribles, est-ce que vous le feriez, vous? Voilà, finalement, c'est la question que pose ce livre. Et je vais même plus loin, parce que Nisaba, elle est en relation, là on le voit déjà dans le tome 1, avec des gens qui sont très proches d'elle, des gens qui sont presque ses frères, hein. Ce sont les autres esclaves qui sont liés au prince, avec qui finalement elle a grandi, puisqu'elle les connaît depuis l'adolescence. Elle a des amants hein, dans le tome 1. Je ne vais pas en parler parce que si vous avez lu le tome 1, vous voyez de qui je veux parler, sinon vous ne le voyez pas et c'est tant pis pour vous. Et puis vous les découvrirez. Mais elle a des amants et du coup, elle est très proche d'eux. Et ces personnages qui sont ses frères et ses amants, enfin ses frères adoptifs et ses amants, c'est des gens qui ont des intérêts qui sont complètement, parfois à l'opposé du sien, et qui sont tout à fait capables de comprendre que oui, elle a envie de retrouver son fils, mais qui ont d'autres priorités, et qui ont des priorités qui sont tout à fait justifiables. Elle est notamment dans une région où on a un peuple montagnard qui se bat pour sa liberté. D'accord ? Parce que c'est un peuple qui est pris entre le marteau et l'enclume, entre l'empire d'Ubuk, dont fait partie Akurgal et puis ses suivants, et puis les Zorachites, qui sont plutôt inspirés par des civilisations mongoles. Hein. Et ces deux civilisations se rencontrent dans les monts Emal, pardon. Lapsus révélateur, puisque Emal, en fait les monts Emal, c'est les monts Elam dans notre réalité. Hein. C'est pour ça que je fais l'erreur. Donc les monts Emal sont au milieu, et ce peuple de montagnards qui est minoritaire sur ses propres terres et qui voit ces deux armées s'affronter, eh bien, ils veulent conserver leur indépendance, ils savent pas avec qui forcément s'allier pour conserver cette indépendance. Ils doivent faire des choix, et on peut tout à fait les comprendre. Et puis de l'autre côté, en fait, on découvre que les deux camps ont des très bonnes raisons de gagner la guerre. La principale opposante dans ce livre, c'est Chacha. Chacha, c'est la sœur d'Akurgal. J'en parlerai pas trop pour ne pas spoiler, mais elle est présentée comme la méchante du livre. En réalité, ses motivations sont tout à fait compréhensibles. Et j'aurais très bien pu écrire ce livre en prenant le point de vue de Chacha et en écrivant la geste de Chacha pour vous verrez bien, hein, pour accomplir justement le but qu'elle s'est fixé et qu'on peut tout à fait comprendre. En allant plus loin, d'ailleurs, la cosmogonie de ce monde n'est pas manichéenne, puisqu'au départ, on nous présente un dieu qui s'appelle Enlil, qui est un dieu aérien. Alors, c'est le dieu principal du monde. Dans l'Empire d'Ubuk, on a des gens qui adorent ce dieu. Hein. C'est un clergé qui est très organisé autour des ziggourats. On prie ce dieu qui apporte la protection au monde et la stabilité, l'ordre. C'est un dieu de l'ordre. Hein. Et puis, on a son envers, Alok, qui est censé être son frère jumeau, un frère jumeau qui, lui, est enterré sous la terre, sous la capitale de l'Empire d'Ubuk, un dieu qui serait maudit, un dieu qui serait pourrissant
et qui attendrait son heure dans les tréfonds de la Terre et qui essaierait de s'échapper en se faufilant sous la Terre pour essayer de ressurgir là où Enlil n'étend pas sa protection. Donc, en fait, l'excuse des Enléides, qui sont les souverains de l'Empire d'Ubuk, c'est de conquérir la Terre pour justement faire des cérémonies pour étendre la protection d'Enlil et empêcher Alok, le dieu mauvais, de ressurgir. Sauf que très rapidement, on se rend compte que Enlil et Alok ne sont pas forcément tels qu'on nous les a présentés, que ce sont des divinités qui sont certes opposées, mais qui ne sont pas à proprement parler des divinités du bien et du mal. Si je devais parler d'Alok, je le rapprocherais plutôt de Seth dans la mythologie égyptienne, qui est un dieu du chaos plutôt que du mal, et puis surtout un dieu du chaos créateur. Dans la mythologie grecque, Chaos, le dieu du chaos, enfin le chaos originel, c'est aussi une créature qui crée, en fait, le chaos produit le monde. Donc en fait, c'est une boucle perpétuelle. Le chaos crée un monde en ordre, mais qui est déterminé à finir dans le chaos pour une recréation du monde. D'ailleurs, en physique, on estime que notre propre monde est ainsi fait, puisque bon, c'est une hypothèse bien sûr, mais on partirait d'un Big Bang originel, et puis une des projections, ce serait un Big Crunch avec notre univers qui se recroquevillerait sur lui-même et qui disparaîtrait pour un nouveau Big Bang, une nouvelle recréation. Donc là, les notions de bien et de mal, elles sont caduques. On a surtout deux tendances qui sont des tendances des forces naturelles qui s'affrontent de façon naturelle, et puis surtout cet affrontement il est fertile. Ouais, il est fertile et puis il permet le monde en lui-même. En fait, il est le monde. Le monde est cet affrontement entre deux forces contraires, deux forces qui sont plutôt le chaos et l'ordre plutôt que le bien et le mal. Voilà. D'accord. Et Victor, on a une dernière question pour toi assez rapidement, parce que le temps file malheureusement, parce qu'il y a une conférence juste après. D'après toi, cette complexification, que ce soit au niveau littéraire ou même social, que tu peux retrouver dans les livres, quelles conséquences ça pourrait avoir sur le lecteur qui peut être un peu plus jeune? Est-ce que ça va le nourrir ou est-ce que ça va le perdre, on va dire, dans ses repères? Parce que justement, le Seigneur des Anneaux, c'est le bien et le mal. On sait à quoi ça ressemble. Du coup, on peut s'identifier. Est-ce que c'est peut-être plus compliqué avec cette littérature du personnage un peu plus égoïste ou responsable de sa personne? Rapidement, hein, je suis désolé. Non, pas de problème. Je pense que c'est aussi le reflet de notre monde. C'est-à-dire qu'on est dans une société individualiste. Bon, d'ailleurs, on est très content d'être individualiste. Hein. Moi, je suis très content d'être individualiste, de ne pas être comment s'appelle, le maillon d'un gigantesque corps social qui serait harmonie et auquel je participerais. Alors, je suis un peu ça, hein, bien sûr, mais j'ai à cœur de préserver mes libertés individuelles et mon identité individuelle. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous attachés à ça. Contrairement à des sociétés qui sont, par exemple, le gouvernement chinois impose une dictature au nom d'une harmonie. Le gouvernement chinois ne dit pas qu'on est les méchants, les autres, on est les méchants et les autres sont les gentils. Non, le gouvernement chinois dit qu'il fait les choses pour le bien de tout le monde en instituant une société harmonieuse où tout le monde est d'accord. Bon, ça aboutit à une dictature. Mais dans nos sociétés, on est attaché justement à ce relativisme, plutôt à ce doute. Moi, je préfère voir ça comme l'héritage de Voltaire, hein. Le doute est sain. Alors bien sûr, il faut que ce soit un doute raisonné, un doute qui soit pensé, qui soit construit, qui soit rationnel. Il faut aller chercher les sources, il faut chercher à comprendre en accordant l'attention aux bonnes personnes et surtout aux faits, hein. Il faut aller chercher les faits pour construire un raisonnement sain qui va se construire sur des bases. Si vous allez chercher si vos bases, ce sont des assertions qui n'ont pas de fondement, alors on arrive à des théories du complot. Hein, on peut dire tout et n'importe quoi. Si on ne vérifie pas les sources et les faits, dans ce cas, on peut dire tout et n'importe quoi. Il faut aller chercher des faits crédibles, certains, pour construire sa représentation du monde. Après, effectivement, il y a aussi le phénomène des réseaux sociaux. Je trouve que c'est pour ça, d'ailleurs, que je ne suis pas très présent sur les réseaux sociaux. C'est que j'ai toujours eu peur du débat sans avoir le temps de faire ce débat. Alors, c'est impensif de dire ça, mais c'est vrai que à partir du moment où on est en groupe avec des personnes avec lesquelles on est d'accord sur tout, on s'enferme dans ces idées.
quelles que soient les idées d'ailleurs, hein, que ce soit des idées de droite, de gauche, des idées religieuses, des idées non religieuses, des idées, toutes sortes d'idées. À partir du moment où on traîne qu'avec des personnes qui sont d'accord avec vous, on se ferme à l'altérité et au débat. Et c'est vrai que c'est pour ça que je ne suis pas sûr que notamment mon tome 2 va plaire, parce que effectivement, ce n'est pas des questions qui sont simples, et on ne peut pas s'identifier et résoudre certaines situations en 3 coups de cuillère à peau. Notamment dans le tome 2, tu as Nisaba qui est confrontée à elle-même. Alors pour le coup, je vais spoiler, mais ça peut être un tout petit spoil, c'est pas grand-chose. Elle est possédée par une déesse, qui est la déesse de la guerre, qui s'appelle Nourta. Mais c'est surtout une déesse féminine qui s'apparente à une déesse de la liberté aussi, qui ne dit pas son nom. Parce que cette déesse Nourta, elle la pousse à se défaire de toutes ses attaches. Cette déesse Nourta, elle va la pousser à se défaire de ses amants. Elle va la pousser à se défaire de son obsession à poursuivre à retrouver son fils. Et plus qu'un véritable personnage de fantasy, cette déesse Nourta, pour moi, elle représente le désir profond de liberté du personnage, qui est une contradiction avec son objectif, parce que Nisaba, ce qu'elle veut, c'est retrouver son fils et le protéger. Donc en fait, elle a le désir d'une mère, mais en même temps, elle a le désir d'être libre et de s'émanciper, de tous les liens qui se sont créés autour d'elle. Et ces 2 objectifs sont irréconciliables et sont présents dans une seule personne. Et on est tous comme ça. Hein, on a tous des désirs irréconciliables. À la fois, on veut être des pères de famille irréprochables, et à la fois, on veut être des aventuriers. Là, vous voyez de qui je veux parler. Ouais. Mais vous voyez, c'est l'homme, la femme, on est tous comme ça. On est tiraillés entre des désirs qui sont irréconciliables, des valeurs qui sont parfois contradictoires. Et je crois que c'est à partir du moment où on l'accepte et où on le comprend qu'après, on aime ce genre de littérature où en fait, on va se questionner nous-mêmes. Parce que finalement, et ça va être le mot de la fin, la littérature, qu'elle soit de fantasy ou autre, la fantasy, la littérature est faite de l'étoffe dont on fait les rêves, c'est-à-dire de l'humanité. Et voilà. Et ben, merci pour C'est pas de moi. Hein. Ouais, en tout cas, merci pour ces belles paroles. Et encore une fois, merci à toi, Victor, de ta présence sur ce live et sur le salon. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. Vous retrouverez la vidéo sur la chaîne YouTube d'ici 1 à 2 semaines pour éventuellement la partager. Et n'hésitez pas à participer au jeu concours pour gagner des ouvrages de Victor, qui est sur l'événement Facebook. N'hésitez pas et passez une bonne soirée, et je laisse la place à la nouvelle conférence de Jean Assier d'Anaise.